au sein des pays voisins de l'Union des Comores constitue une sérieuse menace en santé publique. Cette importation massive fait entrer divers agents pathogènes responsables de maladies graves, comme les cas, par exemple, de la tique Rhipicephalus everti, une tique associée à la maladie appelée la fièvre de Crimée de Congo. Plusieurs maladies virales et animales sont déjà en circulation dans l'Union des Comores. Ce que nous pouvons suggérer aux autorités comoriennes est de mettre en place un service de mise en quarantaine, mais aussi de suivi des animaux importés, afin de limiter l'introduction de nouvelles espèces de tiques vectrices de maladies graves. Suite aux recommandations des rapporteurs, nous avons effectué une révision minutieuse sur l'ensemble du document, et cette revue constitue une revue systématique en utilisant la méthode de Cochrane. Dans la seconde partie de ce travail, nous allons évaluer l'efficacité d'un outil protéomique pour identifier les arthropodes. Dans un premier temps, nous allons évaluer cet outil pour l'identification des tiques d'ancienne collection stockées en alcool 70%. Les tiques sont des arthropodes hématophages classés ou appartenant à trois familles: la famille de Neuterialidés, la famille des Ixodidés appelée couramment tiques dures et la famille de Zalgasidés ou tiques molles. Plus de 900 espèces de tiques sont connues dans le monde. Ces derniers sont classés derrière les moustiques comme des principaux vecteurs d'agents pathogènes responsables des maladies graves liées aux effets indirects de leur piqûre. C'est pourquoi il est indispensable d'avoir des outils simples, efficaces et rapides pour caractériser ces espèces. Dans la littérature, deux méthodes classiques ont été utilisées jusqu'à aujourd'hui. Il s'agit de l'identification morphologique basée sur des critères morphologiques de chaque espèce, ainsi que la biologie moléculaire. Mais ces deux méthodes ont montré certaines limites au cours de leur utilisation, comme les cas de la nécessité d'une expertise entomologique, l'absence de séquences universelles, le temps assez long. C'est pourquoi d'autres techniques doivent être testées, d'où l'intérêt de l'outil Malditov. L'outil Malditov est un outil protéomique qui a montré des résultats efficaces et fiables dans le domaine de la microbiologie clinique. Il est à noter que cet outil a comme principe d'ioniser les protéines de l'échantillon et ensuite accélérer ces protéines dans un tube de vol, et à la fin du compte, des profils protéiques de l'échantillon a été obtenu. Dans notre laboratoire, cet outil a été utilisé dans plusieurs études, que ce soit au niveau de l'identification des arthropodes eux-mêmes, la caractérisation de leur statut infectieux ou leur état sanguin. Et l'ensemble de ces études ont montré des résultats satisfaisants. Mais il faut savoir que la majorité de ces études ont été réalisées sur des échantillons congelés ou frais. Ceux qui sont réalisés sur des échantillons conservés en alcool à des durées assez prolongées ont montré que l'alcool a un effet sur les profils Malditov. D'où l'objectif de cette étude, de trouver les conditions optimales pour la préparation des échantillons nous permettant d'avoir des spectres de bonne qualité et reproductibles. Pour répondre à cet objectif, nous avons utilisé dans cette étude des espèces de tiques issues d'une collection mondiale et conservées en alcool à des durées entre 15 à 64 ans. Certaines de ces tiques, l'alcool s'était évaporé et donc considéré comme des tiques secs. 4 protocoles différents ont été utilisés pour évaluer l'efficacité de ce outil. D'abord, nous avons utilisé en premier lieu le protocole DOU, qui est un protocole déjà opérationnel dans notre laboratoire, spécifique pour les tiques en alcool, en faisant varier la quantité de mix
entre 40, 30, 25 et 20. Par la suite, nous avons appliqué le protocole du mode, qui est un protocole spécifique pour l'époux en alcool. Et cette fois-ci, nous avons aussi évalué la quantité de mix entre 15 à 10. Ce second protocole diffère du premier protocole par le nombre du cycle d'homogénéisation, mais aussi la quantité de mix. Par la suite, nous avons développé le protocole REDO, qui est un protocole de réhydratation mis au point pour l'éthique sec. Et en dernier, nous avons développé le protocole REDO pour l'éthique en alcool, qui diffère du troisième protocole par une étape de pré-séchage. Ce tableau résume l'ensemble des échantillons d'éthique utilisés dans cette étude avec leur durée ou leur année de conservation en alcool, leur origine, dont au total nous avons utilisé 1031 espèces d'échantillons d'éthique, que ce soit d'éthique utilisées sous le protocole 1, 2 ou 3. Les résultats présentés ici, ce sont les résultats comparatifs obtenus par le protocole DOU entre deux embryomes variogatome stockés à des durées de conservation différentes. En rouge, nous avons le profil Malditov de l'échantillon dont la durée de conservation à l'alcool était de 50 ans. Et en noir, nous avons le profil Malditov de l'échantillon de 5 ans. Ce que nous pouvons constater, on constate que quelle que soit la quantité de mix utilisée, le profil Malditov de l'échantillon dont la durée de conservation en alcool était de 50 ans sont tous de mauvaise qualité comparés au profil Malditov de l'échantillon de 5 ans qui nous montre des profils Malditov reproductibles et spécifiques. Ensuite, nous avons, en fonction de ces résultats, nous avons appliqué par la suite, en appliquant le protocole DOU mode sur les échantillons d'éthique sec, nous avons constaté que les profils étaient de mauvaise qualité. Donc, à partir de là, nous avons décidé de développer le protocole REDO, c'est-à-dire le protocole de réhydratation. Et ce protocole, nous l'avons appliqué sur l'éthique sec en testant deux solvants de réhydratation différents. D'abord, nous avons testé des échantillons d'embryomes variogatome sec avec la figure B, dont le principe est de comparer la corrélation de similarité entre les 4 profils moyennes de l'échantillon avec d'autres groupes. Donc, cette analyse marche ou dépend de deux facteurs. D'abord, la couleur des carrés, mais aussi la valeur de l'indice de corrélation. Nous, on s'est basé sur la valeur de l'indice de corrélation. Plus l'indice de corrélation tend vers 1, plus nous avons une corrélation de similarité plus élevée, plus l'indice de corrélation ou bien la valeur de l'indice de corrélation est éloignée de 1, plus nous avons une corrélation de similarité faible. Donc, en calculant l'indice de corrélation, nous avons constaté que le lot traité avec l'OHPC a montré une valeur supérieure au lot traité avec le NaCl. Donc, on a décidé de garder comme solvant de réhydratation des pâtes tout au long du reste de l'eau manip, l'OHPC. Par la suite, nous avons appliqué ce protocole sur l'ensemble des échantillons d'éthique que nous avons. Et la figure B nous montre le profil Malditov obtenu par ce protocole, qui nous montre aussi des protocoles beaucoup plus améliorés, que ce soit au niveau de la qualité, mais aussi au niveau de la spécificité intra- et interspécifique. Et la question qu'on s'était posée à partir de ce profil, on s'est demandé, est-ce qu'il n'est pas possible d'avoir un regroupement ou une clusterisation de ces espèces en fonction de leur profil Malditov? Donc, pour répondre à la question, nous avons réalisé un dendrogramme en représentant 4 à 5 spectres spécifiques par chaque espèce.
Et la figure B nous montre bien que, oui, on a un regroupement de espèces en fonction de leur profil Malditos. Ici, le tableau ci-dessus nous montre les résultats du blind test. Donc, en réalisant, en comparant le profil Malditov obtenu et ceux de la base de données de référence, nous avons obtenu un taux d'identification de 94,4%. Par la suite, nous avons essayé le protocole REDO sur les échantillons d'éthique en alcool et on a eu des résultats qui n'étaient pas du tout bons. Donc, on a décidé par la suite de développer le protocole PREDO, c'est-à-dire de rassembler tous les protocoles testés pour en avoir un seul protocole. Et donc, on a mis en place le protocole appelé PREDO, c'est-à-dire pré-séchage et ensuite réhydratation. Et nous l'avons appliqué sur l'ensemble des échantillons d'éthique en alcool. Ici, nous vous présentons le profil Malditov obtenu par ce protocole. Par la suite, nous avons aussi réalisé un dendrogramme afin de voir si à partir du profil Malditov obtenu par ce protocole, on peut observer une clusterisation ou un regroupement des espèces ou du genre en fonction de leur profil Malditov. Et cette figure nous montre qu'on a, oui, on a un regroupement d'abord du genre, mais aussi de l'espèce en fonction de leur profil Malditov. En réalisant, sachant que on a aussi testé des tiques molles, mais quel que soit le profil, quel que soit le protocole utilisé, nous n'avons pas eu de profils reproductibles ou de profils de bonne qualité pour l'ensemble des tiques molles utilisées dans cette étude. C'est pourquoi on a constaté seulement que les tiques molles pour l'ensemble de l'étude. Et en réalisant le blind test, nous avons eu 93% de bonne identification avec des scores supérieurs à 1,8. Voici le résumé graphique de cette étude. Et pour conclure cette étude, jusqu'à là, nous avons vu que l'outil Malditov est un outil capable d'identifier des tiques secs, mais aussi des tiques en alcool dont la durée de conservation est de plus de 10 ans. Mais cela nécessite l'application de protocoles bien appropriés. Le protocole PREDO a montré les meilleurs résultats pour les espèces d'éthiques en alcool, contrairement au protocole REDO qui a montré des résultats idéaux pour l'éthique en alcool, pour l'éthique sec. Le HPLC a montré le meilleur résultat concernant le profil Malditov. Cette étude a été publiée dans le journal Proteomics. Dans un second temps, nous avons évalué l'efficacité de cet outil à identifier et discriminer les stades immatures de deux espèces de pilèges de lit, à savoir Simex reticularis et Simex hemipterus. Les pilèges de lit, ce sont des hématophages, des arthropodes hématophages, et donc connus depuis l'Antiquité comme étant des parasites de l'homme. En Afrique, 3 espèces ont été décrites, mais 2 se distinguent comme les principaux parasites de l'homme. Il s'agit de Simex reticularis, l'espèce cosmopolite, et Simex hemipterus, l'espèce tropicale. Ces espèces ont disparu à la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais un retour en masse a été observé aux années 1960. Malgré leurs facultés parasitaires, aucune étude n'a montré jusqu'à aujourd'hui une compétence à transmettre des agents vectoriels de maladies graves chez l'homme. Le problème qui s'impose, c'est que leur présence dans les foyers peut causer divers problèmes, allant de problèmes psychologiques, des allergies chez certaines personnes, mais aussi de lésions cutanées chez d'autres. Et aussi l'apparition d'une cohabitation
sympatrique de ces deux espèces dans certains pays a attiré l'attention des agents de lutte antiparasitaire, ce qui demande ou ce qui nécessite donc dès les débuts de l'infestation de savoir exactement quelle est l'espèce infestant ou quel est le stade de développement infestant afin d'éviter une résistance modérée aux insecticides. D'où l'objectif de cette étude, d'abord d'évaluer l'efficacité de l'outil Malditophemens pour identifier ces deux espèces dès leur stade de développement, mais aussi de discriminer le stade immature proprement dit de chaque espèce. Nous avons utilisé dans cette étude des stades immatures de punaises de lit issus de notre laboratoire et dont les conditions d'élevage sont les suivantes. Humidité 70 plus ou moins 10, température 27 plus ou moins 2 et nourri 2 fois par semaine. À chaque mue, une vingtaine d'échantillons de stades immatures a été isolé et congelé à moins de 20 degrés afin d'être utilisé pour les études Malditow. Quelques espèces ont été isolées aussi pour être utilisées à la microscopie électronique et optique pour la recherche de critères discriminants. Concernant les études Malditow, nous avons utilisé le céphalothorax. Ici, nous vous montrons les images générées par la microscopie électronique ainsi que la microscopie optique montrant les différents critères discriminatoires de chaque stade immature. Excusez-moi, en fait, le problème c'est que c'est à la dernière minute qu'on nous a dit que on va passer l'assurance ici. Pourtant, j'avais testé mes diapos là-bas. Donc, là, on avait ces diapos laissés vides. Ce sont les diapos représentatifs de différents profils Malditow. Et j'espère qu'il n'y aura pas d'autres diapos parce que au début, moi, je pensais que l'assurance devrait se faire à l'amphi. Donc, j'avais testé mes diapos là-bas. Voilà, avant de venir ici à 10 minutes après. Et pour confirmer l'efficacité de cet outil à discriminer les deux espèces dès leur stade de développement, quel que soit le stade utilisé, les œufs, stade 1, stade 2 ou stade 3. Donc, nous avons réalisé le blind test et le résultat nous a montré d'abord 100% de reconnaissance, c'est-à-dire l'outil Malditow reconnaît ces deux espèces, quel que soit leur stade de développement utilisé. Concernant la discrimination proprement dite, on a eu des taux d'identification très faibles. Mais ce que nous a attiré l'attention, donc on a constaté que lors du blind test, si le stade immature ne ressort pas avec la bonne ou le bon stade immature, il marchait avec le stade immature le plus proche. Donc, à partir de là, on se disait, est-ce que cet outil n'a pas l'efficacité de regrouper l'ensemble de ces stades immatures en fonction de leur stade évolutif? Donc, à partir de là, on a réalisé, on a superposé le profil Malditow en regroupant ces stades immatures en deux groupes. Nous avons d'abord considéré comme stade immature précoce IS1, IS2, version 1, contre IS3, IS4 et IS5, et ensuite IS1, IS2, IS3 comme stade immature précoce contre stade immature tardive IS4, IS5. Et par la suite, en superposant leur profil Malditow, nous avons généré l'ensemble des pics listes de ces deux séries. Seuls les pics représentant un ratio supérieur ou égal à 2 ou inférieur ou égal à 0,5 ont été considérés comme des pics spécifiques. Par la suite, pour confirmer cette spécificité, nous avons inclus ces pics dans l'analyse d'algorithmes génétiques
afin de déterminer le pourcentage de reconnaissance. Donc, nous avons considéré que, encore une fois, l'outil Malditov nous a démontré son efficacité à identifier ces deux espèces de punaises de lit, quel que soit leur stade de développement utilisé, contrairement à la discrimination proprement dite des stades immatures qui n'a pas été approuvée par cet outil. Effet intéressant, cet outil nous a montré qu'il est capable de classer les différents stades immatures en fonction de leur stade évolutif. Cette étude a fait l'objet d'une soumission dans les journaux scientifiques Record. Dans la troisième partie, nous allons parler de la détection de micro-organismes associés aux arthropodes. D'abord, nous allons voir l'article portant détection de bactéries associées aux punaises de lit collectées en microcommun. L'objectif de cette étude était d'abord de déterminer l'espèce de punaises de lit dans les foyers des habitations de l'Union de Comores, mais aussi de détecter les bactéries associées à ces punaises de lit. Cette étude a été réalisée à Ibebeli Grande Comore entre juillet et août 2022. Les punaises de lit sont collectées dans des chambres à coucher ainsi que sur des moustiquaires utilisés dans ces chambres. Nous avons utilisé comme compartiment pour les études de Malditov le céphalothorax pour les stades immatures et la tête pour les adultes. Concernant la partie biologie moléculaire, nous avons utilisé la moitié du corps. Ce tableau nous montre le résultat de notre collecte, dont au total 165 spécimens de punaises de lit identifiés morphologiquement comme Silex hemipterus ont été collectés. Lors de l'identification morphologique, nous nous sommes basés sur certains critères élucidés dans la clé d'identification des punaises de lit de Hussinger. Donc, nous nous sommes basés sur les extrémités du céphalothorax, nous montrant ici une partie beaucoup plus claire pour Simex lexularus, contrairement à Simex hemipterus. Et ensuite, la taille du pronotum, que ce soit la largeur ou la longueur entre ces deux espèces, ainsi que la forme des soies au niveau du pronotum. Ici, nous vous présentons après avoir analysé le profil Malditov obtenu, nous voulons voir si à partir de ce profil Malditov, on peut différencier les sexes de ces espèces, c'est-à-dire les profils des adultes mâles et des adultes femelles avec les stades immatures. Donc, la figure A nous montre d'abord au niveau des adultes une superposition entre mâles et femelles, contrairement au niveau des stades immatures. Par la suite, on voulait savoir exactement quel est le clade appartenant à notre Wolbachia endosymbiote. Et on a réalisé l'arbre phylogénétique en utilisant la méthode de Neighbour Membership, qui est une méthode de rassemblage. Donc, l'arbre nous montre que notre bactérie Wolbachia endosymbiote se regroupe avec les autres bactéries endosymbiotes appartenant au clade F. Ce qui fait que nos bactéries appartiennent aussi à la clade F. Voici le résumé graphique de cette étude. Par la suite, cette étude fait la première description des espèces de punaises de lit en Union des Comores, en montrant que Silex hemipterus parasite le foyer de l'Union des Comores. Seul Wolbachia, une bactérie endosymbiotique appartenant à la clade F, a été associée à cette espèce. Par la suite, nous allons parler de la détection de pathogènes associés à des tiques collectés en Union des Comores.
Cette étude a comme objectif principal de détecter les différents pathogènes associés à des tiques collectés sur des animaux importés et des animaux locaux. A été collecté appartenant à 4 espèces. D'abord à Amblyomma variegatum, Rhipicephalus bufilus micropus, Rhipicephalus abandiculatus et Rhipicephalus everti. L'identification morphologique de ces tiques ont été réalisées en utilisant la clé d'identification de WorldCode 2003. Ensuite, une confirmation par biologie moléculaire a été réalisée et dont voici le numéro d'accession. Concernant la recherche de micro-organismes associés, seuls des échantillons positifs à Rickettsia sp et Pyroplasma sp ont été obtenus. Donc au total, nous avons eu 7 échantillons positifs à Rickettsia sp et 12 à Pyroplasma sp, appartenant à Amblyomma variegatum pour Rickettsia sp. Et concernant Pyroplasma sp, nous avons eu comme espèces positives Amblyomma variegatum et Bufilus micropus. Pour déterminer les espèces, les agents pathogènes identifiés par la QPCR, nous avons d'abord pour Rickettsia sp, on a réalisé une QPCR spécifique à Rickettsia africae, étant donné que l'ensemble de ces tiques positifs appartenaient à l'espèce Amblyomma variegatum. Donc le résultat nous a montré que 6 sur 7 de ces échantillons positifs sont bien et bel Rickettsia africae et un de l'échantillon positif n'a pas été sorti. Donc on l'a envoyé au séquençage pour en savoir un peu plus. Concernant les positifs en Pyroplasma sp, les résultats sont toujours en cours de séquençage. Ici, nous vous montrons les courbes obtenues par la QPCR spécifique Rickettsia africae et d'autre part, la QPCR montrant le échantillon positif Rickettsia sp. Concernant les recommandations des rapporteurs, nous avons rajouté dans le manuscrit une introduction de cet article et ensuite on a présenté les résultats partiels que nous avons jusqu'à là. Cette étude est toujours en cours d'analyse. Par la suite, j'ai eu la chance de participer sur une étude qui a été publiée dans le journal scientifique concernant des punaises de lit infestant de maisons des STF, des sans domicile fixe. Pour conclure ce projet, il a été démontré que l'outil Maditov est un outil capable d'identifier à la fois les arthropodes frais, secs, mais aussi conservés en alcool à des durées plus de 10 ans. Ce projet nous a permis d'enrichir notre base de données de référence avec des spectres issus d'éthiques collectés ou conservés dans l'alcool à des années plus prolongées, mais aussi à des spectres Maditov d'éthiques secs. Il a été démontré aussi que cet outil a la capacité d'identifier les 2 espèces de punaises de lit, quel que soit les stades utilisés, mais aussi nous a permis pour la première fois de caractériser ou de distinguer l'espèce de punaise de lit infestant des foyers de l'Union des Comores. Rhipicephalus everti, une tique jugée compétente pour transmettre la fièvre des primates de Congo, a été détectée une 2e fois sur des animaux importés de la Tanzanie. Ce que nous pouvons suggérer aux autorités comoriennes comme perceptives, il serait judicieux de mettre en place un service de mise en quarantaine, mais aussi des suivis d'animaux importés, afin de limiter l'introduction de nouvelles espèces d'éthiques,
Mais cela devrait aussi être appuyé par le durcissement de la loi régissant sur l'octroi des permis d'importation. Dans un futur proche, il serait aussi nécessaire de réaliser une étude généralisée sur les infestations de punaises de lit afin de déterminer le niveau d'infestation de ces espèces au sein de l'Union des Comores. Madame la présidente du jury, avant de terminer ma présentation, permettez-moi d'adresser quelques mots de remerciement à certains endroits. D'abord au professeur, à l'ex-directeur de l'IHU, le professeur Didier Raoult, pour m'avoir accueilli dans son laboratoire afin de réaliser mon projet de recherche. À l'actuel directeur de l'IHU, le professeur Pierre-Édouard Fournier, qui, malgré vent et marée, il nous a jamais laissé, mais il nous a toujours mis dans de bonnes conditions afin que nos recherches se passent dans de bonnes conditions. À mon directeur de thèse, le professeur Philippe Parola, qui m'a accueilli dans son laboratoire de mon master 2 jusqu'à la thèse, veuillez recevoir toute ma gratitude. Aux membres du jury de cette soutenance, pour nous avoir fait l'honneur de siéger pour examiner et évaluer ce travail. Au docteur Adama Zandiara, qui a été toujours là dès le début de mon master jusqu'à aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre soutien. Merci beaucoup pour votre encadrement, mais aussi votre coaching. À monsieur le docteur Lionel Almera, pour ses critiques constructives, et surtout, merci beaucoup pour le temps que vous l'avez consacré pour moi durant cette soutenance. À Jean-Michel Berenguer, l'entomologiste modeste de notre laboratoire, qui m'a appris au cours de cette thèse des divers élevages des arthropodes. À ma seconde mère, ma maman Noël, qui m'a appris dans ses bras et qui a toujours répondu présent quand on avait besoin d'elle. À ma famille ici présente, à toute la communauté comorienne ici présente, à tous mes amis, ma famille qui a fait le déplacement depuis Genève au Paris et ceux de Marseille aussi, pour venir assister à cette soutenance. À ma famille de l'IHU, mes collègues du laboratoire, merci beaucoup pour le bon moment passé ensemble. Merci beaucoup pour nos fous rires. Sans vous, cette thèse n'allait jamais voir le jour. Voici la liste de mes publications et je vous remercie. Merci. Donc, on va passer maintenant la parole à vos rapporteurs. Alors, je ne sais pas si vous pouvez enlever le diaporama. Voilà, du coup, ça nous permet de voir vos rapporteurs. C'est plus convivial. Donc, je vais commencer par donner la parole à votre premier rapporteur, le professeur Christelle Pomarez, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour cette belle présentation et tout le travail qui a été accompli. Donc moi, je vais avoir quelques questions pour préciser certains points. Et puis ça s'appelle en fait, cette thèse permet aussi de voyager, de comprendre aussi les contraintes locales, surtout pour les Comores. Donc j'ai bien compris qu'il y avait ce problème d'importation d'animaux provenant de Tanzanie et du coup que ça a importé des tiques finalement qui n'étaient pas présentes et en plus des tiques infectées responsables de maladies qui a atteint le bétail. Vous proposez des mesures de quarantaine pour faire face à ça. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus parce que du coup est-ce que c'est réalisable dans une optique d'élevage, de consommation de la viande?
Et est-ce que c'est en fait surtout finalement efficace pour éviter qu'il y ait ces tiques qui soient importés? Merci, Madame la rapporteure, pour cette question qui est très intéressante. D'abord, il faut savoir que là, on parle d'introduction ou bien d'une possibilité d'introduction de maladies vétérinaires. Donc, ce qui est prioritaire d'abord, c'est de limiter l'introduction identique. Parce que si on met en quarantaine les animaux importés, donc la quarantaine qu'on parle, c'est que une fois les animaux arrivés au port de Moroni, donc on va les mettre en mise en quarantaine et ensuite les déparasiter. Voilà, on va faire le déparasitage. Donc en ce moment-là, on est sûr que, bon, en sortant, donc, il n'y aura pas, ou il y aura peu d'éthique. Pour le parasitage, c'est-à-dire pour le micro-organisme associé, là, j'ai pensé à ce que je propose au ministère de l'Élevage d'accompagner les gens, c'est-à-dire d'accompagner les importateurs vers la Tanzanie, c'est-à-dire maintenant on limite le nombre d'importations et chaque importation doit y avoir un médecin vétérinaire, par exemple, ou bien un entomologiste qui part avec eux et sur place réalise les TDR d'abord pour voir si le bovin d'abord ou l'animal n'est pas infesté par quelque chose. Et aussi, on est sûr que les animaux qu'on ramène dans notre sol sont des animaux sains, mais qui ne sont pas parasités. Voilà. Ok. Donc en fait, il y a cette mise en quarantaine et puis un déparasitage. Enfin, dans l'idéal, il faudrait qu'il y ait un test au préalable, une mise en quarantaine et un déparasitage. Voilà, oui, on fait la mise en quarantaine et le déparasitage direct. Voilà. Mais par contre, au moment des importations, je vais suggérer bien sûr aux autorités s'il ne sera pas nécessaire d'accompagner les importateurs avec des gens du domaine afin que sur place, ils puissent réaliser le test de TDR pour savoir exactement si l'animal est sain ou si l'animal est déjà malade, en train de ramener des malades. Et depuis, alors c'est peut-être moi qui m'allume, mais depuis ces importations, donc il y a eu ce bétail qui a été malade avec ces tiques qui ont été importés. Est-ce qu'il y a eu une implantation de ces tiques finalement dans les Comores, de ces tiques et de ces maladies? Oui, je pense oui, et je le confirme parce que déjà je montrais que je viens de collecter une deuxième fois l'espèce de Phycéphalus everti, qui est une tique importée de la Tanzanie, détectée pour la première fois en 2011. Et en plus, avant 2002, il n'y avait pas la tique Phycéphalus appendiculatus. Mais suite à l'épidémie de tuberculose, il a été montré que cette tique a été introduite à partir des animaux importés de la Tanzanie. Et cette tique aussi, je l'ai collectée sur des animaux. Sur des animaux non importés, du coup. Voilà, oui. Pour Phycéphalus appendiculatus, c'est sur des animaux non importés. Par contre, pour Phycéphalus everti, c'est sur des animaux importés. D'accord. Donc après, j'avais une question là sur donc le travail que vous avez fait sur les différents protocoles pour finalement utiliser, avoir le meilleur score au Multitop d'identification dans des tiques qui ont été conservées. Si j'ai bien noté, il y en avait qui dataient de 1959. Je crois que c'était ça des plus vieilles. Donc c'est sûr que c'est une mine d'or et que c'est important de pouvoir exploiter ces collections qui sont si précieuses.
Donc, j'imagine qu'à l'époque, on pensait faire le mieux possible pour conserver ces tiques. Et si par exemple, on se projette 20 ans plus tard, voire même 40 ans plus tard, quels seraient les meilleurs moyens, en tout cas, qu'on pourrait proposer pour pouvoir avoir le panel le meilleur de conservation, pouvoir réaliser peut-être même des analyses auxquelles on n'a pas encore pensé, mais que dans 20 ans, on pourra réaliser. À l'heure actuelle, quel serait vraiment le meilleur moyen pour ne pas pour se fermer aucune porte dans la conservation des échantillons? Vous pouvez reformuler autrement la question. Je voulais savoir, est-ce que le moyen de conservation des échantillons oui. est le meilleur moyen de conservation des échantillons? Oui, c'est ça. À partir de maintenant, on est en 2024. Qu'est-ce qu'on donnerait comme conseil pour l'avenir pour conserver au mieux les tiques qui offrent D'abord, je pense que le meilleur moyen de conserver les tiques, c'est de les conserver à moins de 20 degrés. Parce qu'à moins de 20 degrés, donc là, on est sûr qu'à la fin, on aura l'espèce tout entier, mais aussi une conservation des protéines, parce qu'on a montré qu'il y a certains qui montrent que l'alcool peut avoir un impact sur le profil. Ça ne veut pas dire que, comme on a montré, qu'on peut l'identifier, on peut utiliser, on peut identifier, mais il faut toujours rajouter des trucs de davantage de données. Donc c'est pour cela que la meilleure solution de conservation d'échantillons, c'est de les conserver à moins de 20 degrés. Ok. Par exemple, si on avait conservé et tout le temps conservé les tiques molles de Simex lectularius, c'est assez facile. Donc on peut les amplifier en laboratoire en utilisant du sang acheté à l'EFS, donc à l'établissement français du sang. Et j'ai cru comprendre que pour Simex hemipterus, c'était quand même des conditions d'élevage plus difficiles, en tout cas pour amplifier l'espèce, en élevage du moins. Est-ce que du coup, dans les logements, enfin en termes d'infestation des logements, alors vous n'avez peut-être pas la réponse, hein, mais est-ce qu'en termes d'infestation des logements, il y a une différence entre Simex lectularius qui serait peut-être une infestation plus exponentielle et plus rapide, et Simex hemipterus qui serait plus lent à s'installer ou plus chronique, moins d'infestation, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous avez constaté sur le terrain en termes de Simex hemipterus et lectularius, puisque vous avez aussi participé à l'étude sur les sur les. En fait, pour le moment, je n'ai pas vraiment une réponse exacte. Parce qu'à ma connaissance, je ne crois pas qu'il y a une étude qui a fait cette question. Mais je pense que oui, sur le terrain, en fait, dans une infestation entre ces deux espèces, je pense qu'on aura beaucoup plus d'échantillons sur l'infestation. Elle était très belle sur la différence entre les deux espèces. Et donc, vous avez mis en évidence que le Maldiv pouvait permettre de différencier, en tout cas, des groupes de stades immatures. Est-ce qu'il y aurait des applications à savoir différencier finalement ces groupes de stades immatures entre le stade 1, 2 et le stade 3, 4, 5? Est-ce qu'on pourrait imaginer des applications de cette différenciation? En fait, actuellement, il n'y a pas vraiment entre la longueur ou bien entre les différentes mesures utilisées. Donc, dans notre laboratoire, on est en réflexion de voir si ce ne sera pas nécessaire d'utiliser soit une IA, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, à partir de photos. Est-ce que si on utilise l'IA, on essaie de collecter différentes photos associées à l'IA, est-ce que l'IA ne peut pas directement nous dire que voilà, c'est le stade 1, par exemple, avec des photos de stade immature? Est-ce que si on les intègre dans l'intelligence artificielle, donc sur le terrain, est-ce qu'on ne peut pas l'utiliser? Est-ce que l'IA ne peut pas nous dire que voilà, là, on a le stade 1, le stade 2, mais actuellement, il n'y a pas vraiment une application capable de discriminer ces stades immatures.
Ok. Alors après, donc là vous avez étudié les micro-organismes associés aux punaises de lit et finalement donc c'est Wolbachia qui ressort, qui est un endosymbionte et je suis toujours surprise en fait que qu'il n'y ait pas 100% de positivité des punaises de lit, mais c'est des résultats qu'il faut accepter, j'imagine. C'est une bactérie qu'on trouve peut-être que c'est une bactérie qui intervient dans le développement et la reproduction. Donc, je pense que c'est normal qu'on la trouve à des pourcentages de bactéries. Donc, je ne sais pas si c'est la question. Oui, oui. Ok. Et donc après sur donc le dernier article donc qui était pas que vous avez présenté mais du coup qui n'était pas présent dans la thèse, donc c'était les bactéries associées au type des Comores. Donc si j'ai bien vu donc Amblyoma variegatum, il y avait des rickettsia qui étaient détectés dans cette tique. Oui, c'est ça. Et finalement, il n'y en a que Amblyoma variegatum et peut-être spécial. D'accord. Par contre, pour les autres types, ils ne sont pas docteurs, ils ne sont pas compétents pour développer le spécial. Ok. Très bien. Merci beaucoup en tout cas pour ce bel exposé et ces réponses aux questions. J'ai pas d'autres questions. Merci, professeur Pomaret. Je vais donc passer maintenant la parole à votre second En fait, c'est une bonne question, c'est ça? Oui, c'est pour l'origine des Comores. En fait, c'est un peu détaché du continent africain. Donc, c'est comme un peu à Madagascar, c'est entre l'Afrique de l'Est et Madagascar. Donc vous êtes en train de me dire que l'origine des Comores est gondwanienne et n'est pas volcanique. Si, c'est volcanique. Donc c'est pas, ça vient pas, ça n'a pas la même origine que Madagascar. Madagascar n'est pas volcanique. Je ne dis pas que c'est la même origine. Je dis que c'est presque pareil au niveau de la situation dans l'Afrique, parce que Madagascar aussi s'est détaché de l'Afrique. Donc c'est ça ce que je voulais dire. Donc les Comores, il ne s'est pas relié directement à l'Afrique. Oui, parce que ma question n'est pas si naïve que ça, parce que pour le peuplement du Nil, évidemment, il n'y a pas, à ma connaissance, je ne suis pas du tout un spécialiste des Comores, un grand endémisme aux Comores. Sincèrement, cette question, je la passe parce que je n'ai pas la réponse. Je vais la formuler autrement. Est-ce qu'il existe aux Comores des espèces, des habitants territoriels qui ont travaillé sur le Mali? Est-ce que vous avez des espèces de moustiques? Est-ce qu'il existe aux Comores des espèces, par exemple, de moustiques, alors de tiques, non, mais est-ce qu'il existe des espèces de moustiques qui n'existent qu'aux Comores et pas ailleurs? Il n'y a pas d'espèces de moustiques spécifiques pour les Comores. Les Voilà, espèces donc, de moustiques qui sont aux Comores, ce sont des espèces qui sont déjà décrites dans les autres pays. Oui, c'est ça. Donc en fait, tout a été apporté récemment à une échelle géologique. Quand vous avez, dans vos analyses en Maltitov, en fait, qu'est-ce que vous avez fait, vous, à titre personnel? Parce que ça, vous avez fait un travail assez vaste, vous avez appliqué pas mal de techniques, surtout de la protéomique, surtout de la biomol, vous avez fait de la microscopie électronique, donc c'est bien, parce que vous avez pas mal de corps à votre arc, et on reviendra dessus un petit peu. Quel est votre niveau d'expertise dans la technique?